des PME-PMI, qui représentent une véritable locomotive, comme je le disais plus haut, du développement du continent et la principale source de travail pour sa jeunesse. Grâce à ses forces vives, ses ressources et ses potentialités, ce grand continent, souligne le souverain, doit se prendre en charge, car, dit-il, l'Afrique n'étant plus un continent colonisé, doit faire confiance à l'Afrique. Le continent noir, où le taux de croissance est l'un des plus élevés au monde, à l'heure où les puissances industrielles sont amollies par la crise économique internationale, a moins besoin d'assistance et d'aide humanitaire, mais plutôt de davantage de partenaires et de partenariats mutuellement bénéfiques. Relève le roi Mohamed VI, l'Afrique, préconise-t-il, devrait regarder son avenir avec détermination et optimisme en exploitant tous ses atouts et ses potentialités. Je vais déjà conclure de m'arrêter là avec ces mots de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, qui sont des mots forts et que nous partageons parce que nous pensons que sans cela, l'émergence n'est pas possible. Or, l'émergence doit être possible et elle sera possible. Elle est déjà possible. Je vous remercie. Merci Seydou pour ce bel exemple de coopération entre le Maroc et la Côte d'Ivoire qui illustre effectivement à partir de données concrètes que le Maroc et la Côte d'Ivoire, en tant qu'exemple de coopération, ils peuvent aller vers l'émergence fixée en l'an 2020. Vous avez cité une belle phrase de Sa Majesté le roi Mohamed VI qui dit que l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique, effectivement. Donc ne restez plus dans la dépendance du savoir-faire chinois, asiatique, de façon générale ou occidentale, mais faire confiance à nos propres ressources, à nos propres potentialités, à notre propre intelligence. Vous avez cité comme exemple concret la signature de 27 accords d'investissement et de financement de beaucoup de projets qui vont transformer le paysage entrepreneurial de la Côte d'Ivoire, ce qui aura bien évidemment un retour sur investissement pour le Maroc au niveau de l'employabilité des jeunes et également pour la Côte d'Ivoire et certainement pour les pays voisins. Voilà donc un bel exemple de coopération gagnant-gagnant qui mérite d'être promu, d'être encouragé, consolidé pour relever les défis qui attendent l'Afrique pour les années à venir. Je donne tout de suite la parole à M. Hicham Hafed qui va nous parler du thème suivant, les relations économiques entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne, création ou déviation, c'est ça, du commerce. Oui. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord et avant toute chose remercier l'équipe organisatrice de ce forum d'avoir choisi ce thème qui est d'une grande importance dans son horizon le plus large, le passé, le présent et le futur. Mon sujet s'intitule les relations économiques Maroc-Afrique subsaharienne, création et déviation du commerce. Donc, pour ce sujet, je vais intervenir sur deux points essentiels. Le premier point, je vais faire un état des lieux du positionnement du Maroc en Afrique, d'un point de vue commercial et financier, et je vais m'attarder sur les contraintes de la présence marocaine et comment les transformer en levier de croissance, en levier de développement. Donc, pourquoi ce sujet? Quel est l'objectif de cette intervention? Donc, l'objectif de cette intervention est double. D'abord, analyser le positionnement du Maroc dans un contexte mondial et régional marqué par les défis économiques et sociaux. Deuxièmement, montrer comment, malgré les efforts déployés par le Maroc ces dernières années, à travers la mise en place de certaines politiques sectorielles de développement, qui consistent à diversifier sa structure productive et ses partenaires, d'un côté. De l'autre côté, montrer également que malgré les efforts fournis par le continent africain, notamment l'Afrique subsaharienne, de mettre en place certaines réformes phares et très importantes sur le plan économique, sur le plan politique, que les résultats escomptés ne sont pas à la hauteur. Résultats en matière du point de vue économique et financier. Et montrer aussi comment
peut-on hisser les relations économiques au niveau politique et au niveau culturel, historique. Et pourquoi pas montrer également comment peut-on exploiter les potentialités offertes par le Maroc et par l'Afrique subsaharienne afin de pouvoir mettre en place un partenariat pragmatique, gagnant-gagnant, fort et durable. Donc, comme vous le savez aujourd'hui, et nous sommes conscients que le continent africain devient un acteur géopolitique incontournable dans les relations internationales en raison de ses enjeux stratégiques. Quand on étudie les statistiques fournies par les instances internationales, on trouve que le continent africain dispose de ressources naturelles extrêmement importantes, des ressources humaines, une population jeune qui dépasse 50% ayant l'âge de travailler, 12% de la population mondiale et un marché extrêmement important à conquérir. Donc, toutes ces raisons stratégiques attirent à la fois les anciennes puissances et les nouvelles puissances. Donc, les anciennes puissances cherchent à se redéployer en Afrique. Ils viennent avec des stratégies basées sur un partenariat sud-sud, nord-sud, alors que les puissances nouvelles, émergentes, viennent avec un nouveau cadre de partenariat basé sur le principe sud-sud, gagnant-gagnant. Et à côté de cette diversification des stratégies du pays, que ce soit les nouvelles ou les anciennes puissances, on assiste à une apparition, une éruption des puissances africaines, notamment le Maroc et l'Afrique du Sud. Ces deux puissances ont pour objectif de renforcer les échanges commerciaux intra-africains et aussi de renforcer les idées. Donc, comme on atteste des statistiques fournies par le Fonds monétaire international, par la Banque mondiale, et ainsi de suite. Donc, ces états pivots pour les grandes puissances, notamment les États-Unis, sont pas devenus des pôles régionaux réels. À ce titre, les idées marocains en Afrique, portés essentiellement par les grands groupes, demeurent fortement concentrés sur les pays de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Ça, il faut le retenir, c'est très important. Alors que ceux de l'Afrique du Sud se focalisent sur l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. Donc, leur localisation en Afrique est interprétée par nombre d'analyses comme une étape intermédiaire dans le processus de multinationalisation. Donc, ces deux puissances consistent à avoir une intégration régionale développementiste. Il consiste à transformer les avantages comparatifs naturels en avantages compétitifs. Donc, quel est l'objectif de notre présentation aujourd'hui? Donc, je vais m'attarder sur le cas du Maroc. Et pour étudier la présence marocaine en Afrique subsaharienne, donc comment le Maroc a pu transformer son avantage comparatif naturel, sa présence, sa position géographique qui se trouve entre l'Union européenne et l'Afrique, en Afrique dans le cadre des Nations Unies. Donc, tous ces avantages comparatifs, toutes ces bases solides ont permis au Maroc de devenir une puissance africaine qui jouait un rôle croissant dans la consolidation de la coopération sud-sud et le renforcement de l'insertion d'Afrique dans l'économie mondiale. Force est de reconnaître que le choix de faire de l'Afrique subsaharienne un allié stratégique n'est pas une simple question politique. C'est également une action concrète qui prend sa forme sur le plan commercial, financier, social et culturel. Sur le plan financier. Si nous regardons de plus près les statistiques fournies par l'Office de change d'une instance locale, on trouve que le stock des investissements directs marocains en Afrique stabilise 16 milliards de dirhams. 2000 à 2013, les investissements du Maroc en Afrique subsaharienne, portés à la fois par les grandes entreprises tant privées que publiques, ont augmenté de 200%. Et nous constatons également que les entreprises marocaines consacrent 85% de leurs investissements directs à l'étranger au pays de l'Afrique subsaharienne. Qu'en est-il de la ventilation des études marocains en Afrique subsaharienne? Donc, nous regardons ce que 34% des investissements marocains vont vers le Mali, 15% vers le Gabon, 14% vers le Sénégal, 13% vers la Côte d'Ivoire et d'autres pays. Est-ce que les principaux
investisseurs ne pouvons dire que la présence du Maroc en Afrique est plus marquée dans le secteur bancaire, avec un stock d'investissement de 4,3 milliards de dirhams en 2012, soit 56,6% du total, suivi du secteur télécommunications et des cimenteries. Donc, si nous regardons la répartition par pays des 40 entreprises africaines du top promoteur en Afrique, nous pouvons dire que le Maroc, parmi les principales entreprises marocaines opérant à l'étranger, particulièrement en Afrique, 6 d'entre elles, la Banque, BNCE, Banque Télécom, OCP, ONA et l'Arabe figurent parmi les 40 entreprises africaines les plus performantes. Maintenant, du côté commercial, si nous regardons le volet commercial, on trouve que les exportations marocaines vers l'Afrique subsaharienne ont connu une évolution notable. Elles sont passées de 833 millions de dirhams en 2000 à 10,3 milliards en 2012, soit plus de 10 fois en une décennie. Là, je vais chez la partie sur les échanges commerciaux. Donc, les principales exportations marocaines se constituent des produits mécaniques, des produits énergétiques, des produits agroalimentaires, des produits chimiques et parachimiques. Donc, où vont-elles ces exportations? Donc, si nous faisons la répartition géographique des exportations marocaines, on trouve que 57% vont vers l'Afrique de l'Ouest, 28% vers l'Afrique centrale. Les pays anglophones, notamment l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est, partagent 15%, donc 5% pour l'Afrique de l'Est et 10% pour l'Afrique australe. La même chose pour la répartition des importations. On voit que le Maroc importe une grande partie des importations marocaines provenant d'Afrique subsaharienne sont constituées des produits chimiques et énergétiques et produits alimentaires. La même chose pour la répartition géographique des importations marocaines. Maintenant, comment transformer les contraintes pour éviter la création du commerce et renforcer la création du commerce? Comment transformer les contraintes en opportunités? Donc, le Maroc se heurte, malgré l'évolution de ses échanges commerciaux, l'évolution des financiers, certes le Maroc, mais le Maroc se heurte à plusieurs contraintes, notamment les contraintes de financement qui bloquent l'avancement des petites et moyennes entreprises en Afrique subsaharienne en raison d'un système financier peu développé, en Afrique, des problèmes de conversion de devises, des problèmes de la bancarisation, et ainsi de suite. Donc, tous ces problèmes de financement peuvent être résolus à travers une coopération triangulaire, une coopération tripartite, notamment avec les pays du Golfe, qui peuvent nous apporter des financements colossaux pour pouvoir investir, renforcer nos investissements en Afrique subsaharienne. Donc, je donne un exemple, parce que j'avais eu la chance de visiter certains pays d'Afrique de l'Est, notamment les Maurice, le Kenya, le Soudan, et j'ai trouvé certains pays d'Afrique de l'Est regorgent de potentialités agricoles, de potentialités en termes de l'eau, et ainsi de suite. Mais malheureusement, il leur manque de l'assistance et il leur manque de l'expérience marocaine. Je prends par exemple le cas du Soudan. Le cas du Soudan, si on compare la superficie des deux pays, notamment le Maroc et le Soudan, on trouve que le Soudan dispose des terres énormes en matière de superficie, alors que la productivité est très faible, que ce soit en matière de céréales, que ce soit en matière de légumes, de coton, de riz. Donc pourquoi pas le Maroc de renforcer ses relations avec ce pays, et en plus de ça, le pays se trouve à l'entrée de l'Afrique de l'Est, en matière de produits minéraux, en matière de produits chimiques. Une offre exportable insuffisante. Donc malgré, comme je l'avais dit tout à l'heure, malgré les efforts déployés en matière de diversification de la structure productive, des partenaires, nous avons une offre exportable insuffisante. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Pourquoi cette offre exportable insuffisante? Parce qu'elle est basée sur l'exportation de certains produits de base et donc qui manque de compétitivité par rapport aux produits fournis par les puissances émergentes. Donc pourquoi je dis ça? Parce que je me suis amusé à calculer l'indicateur de l'avantage comparatif, EVE,
et je trouvais que si le ICS supérieur à 0, on dit que le Maroc dispose d'un avantage comparatif réduit dans une activité extra. Et si ICS est inférieur à 0, on dit que le Maroc dispose d'un désavantage comparatif réduit. Les résultats. Donc les résultats, donc on peut calculer l'ICS. Oui, il y arrive. Donc les résultats, on trouve que le Maroc dispose de certains avantages comparatifs sur les produits agroalimentaires, les produits chimiques, les produits minéraux, les produits finis de consommation, les produits électriques et électroniques, alors qu'il dispose d'un désavantage comparatif en matière de produits énergétiques, de produits d'origine animale et végétale. Donc la position du Maroc dans l'échange commercial africain, il se positionne en contribue à 1,7% des explorations africaines, deuxièmement, par rapport aux autres pays concurrents, par exemple le Sud, Nigeria et d'autres pays. La même chose pour les importations. Maintenant, donc comment adapter renforcer notre effort exportable et l'adapter à la réalité africaine subsaharienne. Donc ça, c'est une question très importante. Donc il faut que l'adoption de notre exportable aux réalités africaines nécessite de repenser le business model marocain, l'expérience chinoise en la matière, et que le Maroc a beaucoup à apprendre du business model chinois et indien qui sont basés sur l'innovation frugale. Pourquoi je dis le business model chinois? Parce que la dernière fois, il y avait un entretien avec l'ancien patron de Pascal Lamy de l'Organisation mondiale du commerce. Nous lui avons posé la question pourquoi les Chinois ont réussi à investir en Afrique, alors réussi à lutter contre la concurrence en Afrique. C'est-à-dire que les Chinois, ils ont su dire bonjour à l'Afrique. Donc ils ont su adapter les produits chinois à la réalité africaine. Présence inédite d'équilibre. La présence marocaine en Afrique est géographiquement démontrée à travers les échanges commerciaux. Donc elle est fortement concentrée en Afrique de l'Est et en Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Elle est faiblement présente, le Maroc est faiblement présent en Afrique de l'Est et australe. Donc il faut, pour qu'on puisse rééquilibrer, créer du commerce exclusif, pour renforcer les relations commerciales avec les pays d'Afrique australe et de l'Est, et que ces relations devraient figurer dans les priorités de la politique africaine du Maroc. Conclusion. Le Maroc aujourd'hui est appelé à jouer un rôle important sur la scène africaine en raison de son modèle économique, politique et social. Il a vu son champ d'action, la coopération sud ne doit pas se limiter à l'économie et à la politique. Elle doit s'étendre à la culture, diplomatie culturelle ou smart power. Pourquoi je dis smart power? Parce que si les anciennes puissances viennent avec une stratégie basée sur le hard power, nous remarquons que les Chinois viennent avec une diplomatie basée sur le soft power. Le Maroc doit développer une diplomatie basée sur le smart power. Dans sa dimension la plus large, exposition, colloque, convention entre universités, festival de cinéma, journée de concert, etc. Merci Michel. Nous sommes partis d'un exemple pour aller vers quelque chose de plus global, le rôle du Maroc en Afrique. Vous avez également donné un certain nombre d'indicateurs qui montrent que le Maroc est bien positionné et qu'il a un rôle effectivement de renforcement de l'insertion de l'Afrique au développement mondial, parce qu'il est présent dans un certain nombre de secteurs stratégiques, notamment le secteur bancaire, le secteur de télécommunications, avec tout ce qui implique donc transfert de nouvelles technologies, et puis également dans un domaine
Merci. Je voudrais ce matin parler de la formation des ressources humaines dans le cadre de la coopération entre mon pays le Tchad et le royaume chérifien. Il vous souviendra que depuis hier, plusieurs personnes ont montré l'intérêt de la formation des cadres et des ressources humaines pour, dans une certaine mesure, conjurer les conflits dans les pays et contribuer à bâtir les nations. Mon frère l'ami Mohamed en a parlé hier. D'autres ont parlé aussi de l'importance des ressources humaines formées pour la construction d'une société civile et dynamique responsable qui participe en quelque sorte à la refondation d'une nouvelle Afrique. Et en même temps, ce matin, un sujet non moins important nous a été présenté sur la construction d'une société du savoir. Et tout cela passe naturellement par la formation des ressources humaines. Et la formation des ressources humaines et des cadres hautement qualifiés est un sujet qui, me semble-t-il, un des fondements, n'est-ce pas, de la lutte contre la pauvreté et le sous-développement dans beaucoup de pays africains. Donc, dans le cadre de cette réflexion, j'ai constaté que beaucoup d'études ont été réalisées par l'UNESCO et ses institutions affiliées, spécialisées, et qui ont établi de manière assez formelle l'étroite relation entre éducation et pauvreté. La plupart des pays d'Afrique subsaharienne ont en commun une situation de pauvreté absolue, caractérisée par un certain nombre de facteurs, à savoir le manque de ressources et le faible taux de scolarisation. Ces études ont aussi montré que l'éducation réduit la pauvreté. L'éducation améliore le développement du niveau de vie des personnes et des pays. L'absolue pauvreté réduit considérablement la possibilité d'apprendre. Et la pauvreté limite aussi la satisfaction des besoins des personnes à accéder à une éducation tout court et surtout une éducation de qualité. Il est quasiment impossible de trouver un pays développé sans ressources humaines hautement qualifiées. Il est néanmoins possible de rencontrer des pays où les personnes assez riches ne peuvent développer. Le Tchad a les mêmes caractéristiques que la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne. La situation du pays est caractérisée par un taux élevé d'analphabétisme et une absolue pauvreté dans la majorité de la population. La colonisation française considère le Tchad, à l'instar de la plupart des pays africains passés sous sa domination, comme un réservoir de matières premières tropicales. La position centrale du pays et l'immensité de son territoire y ajoutaient d'autres facteurs d'intérêt stratégique. La formation des ressources humaines et des cadres hautement qualifiés ne faisait pas partie des priorités de la puissance colonisatrice. À l'occasion de l'accession de l'indépendance du pays, il n'y avait presque pas de cadres supérieurs. Pour tous les pays, il y avait un médecin, 0 ingénieur, quelques infirmiers, des anciens indigènes, appelés indigènes, qui savaient à peine lire et écrire. Les leaders politiques à qui on a donné l'indépendance en 1960 venaient de ces groupes semi-lettrés. La guerre fratricide, la guerre froide, la rivalité Est-Ouest entre les pays membres du bloc de l'OTAN et celui du bloc soviétique a considérablement favorisé la formation des cadres supérieurs du Tchad dans les pays de l'Est. Le Maroc et le Tchad ont établi des relations depuis 1972. Et 3 ans plus tard, en 1975, les établissements d'enseignement technique et supérieur du royaume chérifien ont commencé à accueillir les jeunes futurs cadres tchadiens. Plusieurs accords ont été signés entre les deux pays, notamment l'accord 4 de coopération relatif à l'octroi de bourses et de stages au Maroc en profit des étudiants cadres et techniciens tchadiens. Actuellement, quelques 500 étudiants tchadiens sont admis dans les établissements publics et privés du Maroc. En moyenne, une quarantaine de bourses d'études est annuellement octroyée par le Maroc au Tchad. Il n'est pas rare de constater que certaines offres de formation ne cadrent pas avec les besoins du bénéficiaire.
Peu de ces étudiants suivent des formations dans le domaine scientifique tel que la médecine, il y en a en tout droit. Les ingénieurs dans les domaines scientifiques et techniques, il y a moins de 10. Les architectes, les ingénieurs de BTP, il n'y en a presque pas. La cause principale de ces faits incombe à la partie tchadienne qui ne sélectionne pas les boursiers sur des bases transparentes et qui aussi n'exprime pas avec beaucoup de clarté ses besoins. Malgré cet état de fait, la population des cadres tchadiens formés au Maroc occupe le second rang en effectif dans le pays et en diversité. Ils sont nombreux, ces étudiants tchadiens formés au Maroc, qui exercent et occupent de très hautes fonctions dans l'administration centrale et dans le secteur privé. La contribution du Maroc à l'éducation et à la formation des cadres de haut niveau est une énorme contribution du royaume chérifien à la réduction de la pauvreté au Tchad et à la création des conditions qui favoriseraient le développement du pays pour en faire une